Aujourd'hui, un épisode choc de Mythbusters. Vous verrez les explosions les plus impressionnantes de l'histoire des Mythbusters. Grâce à Adam et Jamie qui creusent la question d'un mythe de la Première Guerre mondiale. On a dit qu'on allait creuser des trous, mais en réalité, cet engin va le faire pour nous. La forme d'une tranchée sur un champ de bataille Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai repeint la terre en bleu. peut-elle vraiment stopper une onde de choc et sauver la vie d'un soldat? C'est du sérieux. 3, 2, 1, bye bye. Je pense qu'il y a un cratère. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant font les clowns. Je me sens ridicule, bizarrement. En cas d'accident impliquant une voiture de clown, une barrière de ballon Tori, viens t'amuser. peut-elle vraiment servir d'airbag de rechange? Ou ce mythe va-t-il exploser en vol? C'est parti. Dans 3, 2, 1. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je suis prêt pour l'essai, Jamie. et Jamie Heineman. Qu'est-ce qui peut foirer? À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron, C'est la migraine assurée. Grant Imahara Qui a commandé une explosion? et Tori Bellucci. Découpons cette voiture! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Tu me demandes pas pourquoi je suis déguisé? Non. Je te le dis quand même. Un fan en a parlé sur le site internet et ça a un rapport avec la Première Guerre mondiale. Tu vas sortir une blague qui dit que j'étais un enfant pendant la Première Guerre mondiale? Non, c'est promis. Le mythe affirme que pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands creusaient leurs tranchées avec beaucoup de précision. Pourquoi ça? Ils pensaient que lorsqu'un mortier tombait dans la tranchée, des angles à 90 degrés empêchaient l'onde de l'explosion de se déplacer loin dans la tranchée. Il fallait absolument que les angles soient bien droits et pas arrondis, usés par le passage des gens dans la tranchée. Des angles bien affûtés. Voilà l'histoire. D'accord. Il nous faut des pelleteuses et des explosifs. Une journée parfaite. La Première Guerre mondiale a été une guerre de tranchées redoutable. Mais une tranchée creusée avec soin pouvait-elle vraiment avoir un effet sur la survie des soldats? C'est un mythe qui a trait aux ondes de choc. Un angle approximatif faciliterait le déplacement de l'onde de choc, tandis qu'un angle parfait le stopperait. Ce mythe va-t-il se heurter à un mur? Quel est ton plan? Je pense que nous devons commencer par vérifier cette histoire à petite échelle. Plus précisément, je voudrais utiliser les ondulations de l'eau pour simuler les ondes de choc et observer leur déplacement dans des environnements correspondant aux formes des tranchées dont il est question. Bonne idée. On pourrait même fabriquer un de ces objets avec des vagues dedans. Les objets qu'on trouve sur les bureaux avec de l'huile et de l'eau teintée. Génial! Ça ralentira la réaction et on pourra voir ce qui se passe. Exactement. Toute cette histoire repose sur l'idée que des formes différentes de tranchées ont une incidence sur la propagation des ondes de choc. Nous voulons tester différentes formes dans l'atelier avant de passer aux essais grandeur nature. Nous avons décidé de construire nos tranchées avec de l'acrylique transparent et nous allons les remplir d'eau et d'huile pour observer la propagation de l'onde. Cool, non? Nous allons en fabriquer une longue rectiligne. C'est pas beau, mais ça ira. Une autre qui ressemblera à une marche d'escalier. C'est trop beau. Et une dernière avec des angles approximatifs pour voir l'effet des angles arrondis par rapport aux angles droits. Une fois les 3 petites tranchées fabriquées, Adam peut passer au remplissage. D'abord avec de l'eau. Ensuite avec de l'huile pour bébé. Il n'y a plus d'huile pour bébé à San Francisco aujourd'hui. Les bébés vont avoir la peau dure aujourd'hui. Avec un ingénieux mélange d'eau, d'huile et de colorants alimentaires, C'est cool, non? la propagation des ondes devrait être claire comme de l'eau de roche. Mes vagues sentent le bébé. J'adore! Mais il est aussi très clair qu'il ne s'agira pas d'explosion à l'air libre. Avant de protester parce que ce mythe parle d'ondes de choc provenant d'une explosion, tandis que nous faisons une expérience à petite échelle avec des boîtes en plexiglas remplies d'eau et d'huile, rappelez-vous qu'une onde aquatique, une onde acoustique
et une onde de choc sont toutes identiques d'un point de vue mécanique. Ce sont des ondes qui se déplacent. Puisque toute cette histoire repose sur l'idée que la forme d'une tranchée peut avoir un impact sur une onde, nous considérons ces essais à petite échelle entièrement valides et analogues à ce que nous allons pouvoir observer à grande échelle. Le dernier ingrédient de cette analogie exacte, c'est la création d'une houle constante. Il faut que je trouve un moyen de reproduire ça mécaniquement. J'ai ma petite idée. Mais ce n'est pas si facile, car la première tentative de Adam est recalée par Jamie. Qu'en est-il de la taille des ondes? Je les imaginais beaucoup plus petites. Je suis content de ce que j'ai là, mais M. Heinemann a une idée différente. Alors il va faire ses expériences et peut-être qu'il arrivera à une autre conclusion. La machine infernale de Jamie, une plaque métallique fixée à une scie alternative, crée de nombreuses turbulences dans la tranchée. Si on l'approche juste de la surface, ça crée une onde plus petite. Mais comme pour l'idée de Adam, la précision n'est pas au rendez-vous. Je pense pas qu'on puisse régler la puissance de ce dispositif. Adam retourne alors à l'atelier et cette fois-ci, il sort le marteau. En 2 temps 3 mouvements, le voilà qui a créé des vagues aussi douces que la soie. L'expérience peut commencer. Voilà notre onde, qui représente l'onde de choc. Le moteur crée une pulsation avec la régularité d'un métronome pour produire une onde qui se déplace jusqu'au bout du bocal et dont on peut mesurer l'amplitude, sa hauteur. Maintenant, on va placer ce dispositif de la même façon dans chaque tranchée. On va pouvoir ainsi constater l'effet de la forme du bocal sur l'amplitude de l'onde à l'extrémité. On est prêt pour le marquage? Oui, faisons notre essai témoin. Lumière! Cool, hein? C'est parti! Au signal, la machine se met en marche et crée des ondulations pendant que Adam marque les hauteurs maximales et minimales des vagues Je crois que c'est bon. à l'extrémité de cette tranchée rectiligne. Notre essai témoin a fonctionné. Notre machine à onde de choc a créé des vagues d'une amplitude de 2 cm à l'extrémité du bocal. Maintenant, nous voulons déterminer si les résultats sont identiques avec un bocal à angle droit. Pendant que Adam s'occupe du transfert de tranchée, Oh mince! Jamie a une annonce importante pour ceux qui reproduisent l'expérience à la maison. Vous vous demandez pourquoi ces bocaux ont l'air différents. Sachez qu'ils ont tous la même longueur si on trace une ligne au centre. Donc, l'onde doit parcourir la même distance. Et ils contiennent aussi la même quantité de liquide. Parfait. Les Mythbusters vérifient que la forme de la tranchée soit bien la seule différence entre les essais. Léo essaie dans un bocal à angle droit dans 3, 2, 1... Oh! Le résultat a l'air assez évident à première vue. L'amplitude est bien plus importante d'un côté que de l'autre. Ouais, c'est super. Notre bocal à angle droit a l'air assez efficace pour réduire l'amplitude des ondes. Après le premier virage, elle était réduite de 2/3. Et après le deuxième virage, elle ne faisait plus que les 3/4 de l'amplitude initiale. Ce n'est pas rien. En effet, le temps que l'onde atteigne l'extrémité du bocal, sa taille a été considérablement réduite. Ce qui signifie que les angles droits ont effectivement défendu leur réputation. Autour des angles arrondis. Alors, comment vont s'en tirer les angles arrondis ? L'amplitude est un peu plus grande. Effectivement. On tient peut-être quelque chose. En y regardant de plus près, ça se confirme. Lors de cet essai, la hauteur de l'onde est de 0,64 cm, moins que celle du témoin, mais plus que celle des ondes du bocal à angle droit. Que peut-on en déduire pour ce mythe ? Le mythe affirme que pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands construisaient leurs tranchées avec des angles à 90 degrés dans le but de réduire la puissance des ondes de choc dans les tranchées. Notre expérience à petite échelle dans l'atelier, avec différentes formes de tranchées, laisse penser qu'ils avaient peut-être raison. Il est temps de faire appel au clown. J'ai un mythe de folie pour vous, avec des clowns et des collisions. 2 clowns se rendent à une fête. Le passager tient un gros bouquet de ballons. Et ils perdent le contrôle et ont un accident? Exactement. Le conducteur a mis sa ceinture, donc quand il heurte le mur, il s'en tire bien. Mais le passager n'avait pas sa ceinture. Les ballons l'ont sauvé? Exactement. C'est un mythe destiné à faire la une des journaux. Mais des ballons de baudruche peuvent-ils réellement servir d'airbag improvisé ?
Ou cette histoire de collision va-t-elle faire paf? Voilà ce qu'on devrait faire. On va faire s'écraser 2 voitures à une vitesse normale d'environ 55 km/h. Avec la première voiture, on verra ce qui arrive à un passager sans ceinture. Dans la deuxième voiture, on placera des ballons du côté passager et on verra en quoi ça change la force de gravité. D'accord, allons faire les clowns. L'équipe se rend à Treasure Island, où ce mythe va se mesurer à la réalité. Apportez les clowns! On va d'abord faire un essai témoin en mettant la ceinture au conducteur, mais pas aux passagers. Nous verrons quelle force de gravité on obtient. N'oubliez pas, il n'y aura pas de ballon pour cet essai. Pour le deuxième essai, on fera exactement la même chose, mais en mettant des ballons devant le passager pour voir la différence. Les mannequins clowns sont placés en position. Comme dans le mythe, le conducteur a sa ceinture, mais pas le passager. 2 clowns, une ceinture. Et enfin, il faut ajouter les capteurs de données. Place à la science. Je tiens ici un accéléromètre. Nous allons en placer 2. Un sur la tête du clown et l'autre sur sa poitrine. Au moment de la collision, une tension sera envoyée à l'enregistreur de données pour qu'on puisse voir ce qui se passe. On étudiera les données plus tard pour découvrir la force de gravité subie par le clown. On peut survivre à une force de gravité inférieure à 100 G. C'est notre repère. Pour les mesures, nous avons là nos accéléromètres et notre ami David de National Instruments qui est venu nous prêter main forte. Maintenant, tout est prêt pour le décollage. Envoyez les clowns. Tous nos capteurs sont en place. Il est temps de soulever la voiture. Et voilà! C'est un gros poisson! Nous avons calculé que si nous soulevons la voiture à 12,50 m au-dessus du sol à partir du pare-choc, nous pouvons obtenir une collision à 55 km/h. C'est parti pour la collision témoin de la voiture de clown. 3, 2, 1... Dans le mythe de la torpille des tranchées, l'expérience à petite échelle de Adam et Jamie L'amplitude est un peu plus grande. a montré qu'un angle droit peut stopper une onde aquatique. C'est trop cool. Mais qu'en est-il d'une onde de choc? Ça semble fonctionner. Peut-être que cette technique est justifiée. Oui, je crois qu'il est temps de construire de vraies tranchées et d'utiliser de vrais explosifs. Allons creuser. D'accord. Comme pour leur expérience dans l'atelier, Adam et Jamie vont créer 3 tranchées. Première tranchée. Une rectiligne, une à angle droit et une à angle arrondi. Ça m'a l'air bien. Une fois tous les marquages terminés, le creusage peut commencer. Grâce à de grosses machines et à un montage accéléré, les 3 tranchées de 15 mètres sont rapidement creusées. Mais la mission n'est pas tout à fait accomplie. Peu de gens le savent, mais la famille de Jamie cultive les couleurs. Ils cultivent les couleurs comme ceci, sur des morceaux de contreplaqué traités dans des champs depuis des années. Non, tout ceci est complètement faux. En fait, nous établissons un code de couleur pour nos tranchées. Comme ça, d'un point de vue narratif, vous verrez clairement quelles tranchées nous étudions à tout moment. Et cela vous permettra aussi de bien les distinguer. Le code de couleur permet d'obtenir des tunnels sur mesure pour chaque tranchée. Ça se présente bien. Mais les planches servent aussi à consolider les bords. Pourquoi renforcer les bords? De cette manière, nous pouvons avoir des bords parfaitement lisses et des angles bien définis pour le déplacement de notre onde. Voilà comment nous allons évaluer ce mythe. Évidemment, pour une portion de tranchée, les angles bien droits ne sont pas vraiment à l'ordre du jour. Dans cette tranchée aux angles arrondis, nous ne couvrons pas les bords pour obtenir la plus grosse différence possible avec les angles droits. Seulement pour avoir une belle symétrie visuelle, on va peindre cette portion en bleu, comme les plaques. C'est parti. J'adore! Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai repeint la terre en bleu. Qu'est-ce que ça a donné? C'est mieux qu'on pourrait le penser. Adam n'est plus un bleu en la matière. Mais le plus important, c'est que l'heure du boom approche. Nos tranchées sont creusées, renforcées, et elles ont même un code couleur. Les explosifs entrent en scène. Notre essai témoin se déroulera dans cette tranchée, la tranchée rectiligne de 15 mètres. Il devrait nous donner une très bonne idée de ce qui arrive à une onde de choc qui se déplace dans une telle configuration.
Une fois que nous aurons ces données, nous reproduirons l'essai dans cette tranchée, la tranchée allemande classique à angle droit. Puis nous comparerons les résultats. Enfin, on enverra une onde de choc dans notre tranchée aux angles arrondis. S'il y a une once de vérité dans cette histoire, nous devrions voir une pression plus élevée à l'endroit où je me trouve qu'au même endroit dans la tranchée à angle droit. Les gars, apportez les explosifs! L'histoire aurait de quoi faire froncer les sourcils à un clown. Les ballons de baudruche peuvent-ils vraiment sauver votre vie lors d'une collision à 55 km/h? Pour le découvrir, la voiture témoin des Mythbusters s'apprête à s'écraser au sol. Ok, vous êtes prêts à laisser tomber la voiture de clown? 3, 2, 1. Alors là, je doute que ces clowns aient survécu. À l'œil nu, cette collision frontale à 55 km/h a l'air épouvantable. Mais la survie est déterminée par la force de gravité. Toute force supérieure à 100 G rimerait avec catastrophe clownesque. Le conducteur, avec sa ceinture de sécurité, a subi 150 G, soit bien au-dessus de notre repère pour la survie. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le passager qui n'avait pas sa ceinture ni d'airbag a subi 630 G au niveau de la poitrine et 340 au niveau de la tête. C'est dévastateur. Ça va être très intéressant de voir si les ballons ont un impact sur ces valeurs. Autour de la deuxième voiture de clown. À chaque jour, sa voiture de clown. Comme pour l'essai témoin, le clown conducteur a sa ceinture de sécurité, mais pas le passager. Tu crois que sa perruque va amortir le choc? Également, comme l'essai témoin, on place des capteurs un peu partout sur les deux clowns. Allez, faisons chuter ces clowns. Mais contrairement à l'essai témoin, Tori, viens t'amuser! Il est temps de placer les ballons dans la voiture. En théorie, ces ballons vont agir comme un airbag. L'objectif d'un airbag, c'est de ralentir le déplacement vers l'avant du passager de la façon la plus homogène possible en une fraction de seconde seulement. Je suis pas sûre que ces ballons vont remplir ce rôle, mais on va bien rigoler en le découvrant. Chute de voiture avec ballon. T'es prête? C'est bon? 3, 2, 1... Moins 1... Ça, c'est une fête digne de ce nom. Mais je crois pas qu'ils vivent encore. encore une fois, la collision a fait de gros dégâts, car le passager est passé à travers la barrière de ballon pour s'écraser contre le pare-brise. David, la question que tout le monde se pose. Les ballons ont-ils sauvé la vie du clown? Dans la première chute, sans ballon, le passager a subi 340 G au niveau de la tête et 630 G au niveau de la poitrine. Et dans la chute avec les ballons, le passager a subi 350 G au niveau de la tête et 620 G au niveau de la poitrine. Les résultats sont grosso modo les mêmes. Les ballons n'ont eu aucun effet. C'est pratiquement pareil. Merci de ton aide. Je vais te montrer mes animaux en ballon. Apparemment, une quantité moyenne de ballons de baudruche ne suffit pas à sauver votre vie lors d'une collision. Mais l'idée n'est pas stupide. Un airbag est un sac gonflable, comme le ballon. Peut-être qu'un type particulier de ballon ou une configuration de ballon permettrait de sauver une vie lors d'une collision. En bref, le mythe est peut-être dégonflé, mais il n'a certainement pas explosé. Depuis le début de l'épisode, nous mettons à l'épreuve un mythe de la Première Guerre mondiale affirmant qu'une tranchée possédant des angles droits est plus efficace qu'une tranchée ayant des angles arrondis parce qu'elle réduit l'onde de choc qui se déplace dans la tranchée après une explosion. Nous en sommes à la phase grandeur nature de l'essai et nous avons creusé de magnifiques tranchées à Gold Country au nord de la Californie. Nous avons des explosifs dans notre arsenal. Génial. Une nouvelle utilisation pour le ruban adhésif. Nous n'allons pas tarder à faire sauter nos explosifs pour la science. En effet. Mais pour le premier essai, nous aurons une torpille, mais pas de tranchée. À l'endroit où je me trouve, nous allons bientôt faire sauter 11 kg de TNT pour notre essai témoin à la surface sans obstacle. Nous avons placé des capteurs tous les 3 mètres parce que peu de temps après, nous allons déclencher les explosions dans les tranchées et recueillir et comparer les données obtenues.
En d'autres termes, l'explosion en plein air devrait leur donner un repère bonus. On est prêt. Il est temps de nous mettre à l'abri pour observer tout ça. Décampons d'ici. Absolument. Explosion en surface dans 3, 2, 1. Je l'ai senti. C'était comme une petite brise passagère. C'était certainement une brise explosive. Et la bonne nouvelle, c'est que l'image au ralenti déchire. Regarde-moi ça. Je crois que c'est l'une des plus belles qu'on ait filmées. L'autre bonne nouvelle, c'est que les données sont arrivées. À 6 mètres de l'explosion, la pression était de 2,7 bars. À 9 mètres, elle était de 0,8 bars. Et enfin, à 15 mètres, elle avait chuté à 0,3 bars. La tranchée rectiligne. Les chiffres seront-ils différents une fois qu'ils passeront au niveau inférieur? Le mythe de la collision de voitures de clowns. Ça, c'est une fête digne de ce nom. Pour l'instant, il a l'air complètement bidon. Mais tout n'est pas perdu. Ça n'a pas fonctionné. Le clown est passé entre les ballons. C'est vrai, mais il existe d'autres types de ballons. Nous devrions faire des essais à petite échelle, en faisant tomber un poids sur différents types de ballons, pour voir lesquels ralentissent le mieux la chute du poids. Ça me va. Pour l'instant, on n'a pas eu de résultats concluants en voulant utiliser des ballons comme airbag. Ça ne marche pas. Donc maintenant, nous devons étudier des ballons et déterminer lesquels absorbent le plus d'énergie. Pour ce faire, je vais fabriquer un appareil qui va écraser des ballons. Pour fabriquer rapidement le dit appareil, Grant se bat d'abord avec de grands cercles métalliques. Du hula-hop, Il les soude de manière à obtenir un tube, c'est de la science. avant de le recouvrir de plastique. Voilà. Ensuite, il ne reste plus que 2 choses à faire. Un disque en bois au diamètre parfait Super. et expliquer comment diable cela fonctionne. L'écraseur de ballon est enfin terminé. J'ai un cylindre en polycarbonate avec un cadre renforcé en acier. J'ai ajouté ce disque en bois équipé d'un poids de 23 kg. L'idée, c'est qu'on fasse tomber cette partie sur différents types de ballons avec le même poids et le même volume de ballon à chaque fois. On pourra ainsi comparer les résultats et déterminer quel ballon absorbe le plus d'énergie. Nous allons aussi fixer un accéléromètre à la partie qui tombe pour qu'on puisse enregistrer les forces de gravité. Nous pourrons également déterminer quels ballons réduisent le mieux la force de gravité. Une fois qu'on aura un gagnant, on refera l'expérience grandeur nature pour voir si le clown s'en sort vivant. Grant déteste les ballons. Le dispositif est prêt, place aux essais. On commence avec l'essai témoin. C'est parti pour l'essai témoin sans ballon dans 3, 2, 1. Voilà. Pour le témoin, on a 100 G. Ensuite, c'est au tour des ballons. 8, On commence par les mêmes ballons que pour l'essai de départ. 15 ballons en latex remplis d'air. Dans 3, 2, 1. Il est évident que les ballons en latex ordinaire n'opposent pratiquement aucune résistance. Et les données de l'accéléromètre sont presque identiques à celles du témoin. Maintenant, on passe à la comparaison des autres ballons de différentes matières et différentes formes, comme celui-là. On ne laisse aucun ballon de côté et c'est au tour des... Animaux en ballon. Pour garantir une comparaison valide, Regardez celui-là. C'est pas du tout une anomalie de la nature. notre équipe remplit le cylindre en respectant exactement la profondeur. Je fais un ptérodactyle. Mais leurs curieuses créations Il est beau celui-là. Ouais, c'est une pieuvre. vont-elles réduire la force de gravité? Les ballons en forme d'animaux. Dans 3, 2, 1. Ça a bien marché. Mieux que ce que j'aurais imaginé. C'est génial. C'est passé de 100 à 6, regarde. On est à 6G avec les animaux en ballon. Ouais. Bon sang, ce mythe est peut-être vrai. Nos ballons en forme d'animaux ont permis de baisser la force de gravité à 6G. Pourquoi? Regardez, ils ont des formes irrégulières et dans le cylindre, il y a beaucoup d'air, ce qui leur permet de se comprimer. Mais ils sont aussi beaucoup plus flexibles. Donc ils peuvent absorber plus d'énergie avant d'exploser. La force de gravité a été tellement réduite que les ballons en forme d'animaux pourraient bien tout faire péter. Mais c'est au tour des...
Petit ballon. Passons aux petits ballons en latex. Ils sont trop mignons. 3, 2, 1. Ils ont beau être petits, mais qu'est-ce qu'ils sont efficaces! Tori a raison. Ces petites merveilles ont été tellement efficaces qu'elles ont fait chuter la force de gravité à seulement 2,8 G. Les ballons suivants peuvent-ils faire mieux? Gros ballon. L'avantage de ces monstres, c'est qu'ils sont fabriqués avec un latex plus épais. Ça pourrait bien faire baisser la force de gravité. Ok, on passe au ballon géant. Dans 3, 2, 1. Viens voir ces résultats. C'est intéressant. On est à 2. Je crois qu'on a un vainqueur. C'est fou, non? C'est génial. 1. Les gros ballons ont été exceptionnels. Mais ils ne remportent pas encore la couronne parce que le dernier concurrent, Ce sont les ballons en millard. Je pense que ceux-ci ont de meilleures chances de remporter le concours parce qu'ils ont une pression d'éclatement plus élevée. Il faut donc plus d'énergie pour faire péter le ballon. Cette énergie est puisée dans l'énergie cinétique de l'impact. J'espère. Voyons ça. Dans 3, 2, 1. à première vue, ces ballons semblent faire l'affaire. Mais les résultats ne le confirment pas. 3,8. Avec une force de gravité de 3,8 G, les ballons en millard sont hors compétition. Les meilleurs ballons sont donc les gros en latex. Nous devons donc reproduire l'expérience à grande échelle. Remplir une voiture, la laisser chuter et voir si le clown a la vie sauve. Ouais, c'est la fête. Wouhou! Dans 3, 2, 1... L'explosion en surface de Adam et Jamie s'est magnifiquement déroulée, ce qui signifie qu'il est temps d'aller plus en profondeur. Nous sommes prêts. Pour la première explosion dans une tranchée, puis pour les autres, voici comment nous allons procéder. À une extrémité de la tranchée, nous avons placé l'équivalent d'un mortier de taille moyenne de la Première Guerre mondiale, soit 11 kg de TNT. À une distance confortable de 300 mètres, nous allons faire sauter nos explosifs à l'aide de ce transmetteur. Une fois l'explosion produite, l'onde de pression de l'explosion sera enregistrée par un ensemble de capteurs placés sous les 3 mètres de long de la tranchée. Ces données entreront dans notre enregistreur de données qui se trouve dans cette boîte capitonnée. Enfin, toutes ces données seront reçues par cet ordinateur portable pour que nous puissions les analyser et en tirer des conclusions. La tranchée témoin est la première en piste. Nous y voilà! Ça va bientôt secouer dans ces 15 mètres de tunnel vert. Est-ce qu'on bat en retraite? Pour appuyer sur le bouton, Ouais. faisons tout sauter. Bon, tranchée rectiligne dans 3, 2, 1... Ça retombe. Ouais. Il y a plein de choses qui retombent. C'était impressionnant. Impressionnant en effet, et ça donne la chair de poule. Oh là là! Leur tranchée rectiligne a été bel et bien saccagée. Notre premier essai dans une tranchée a été... Je crois que je vais le qualifier de mortel. Le degré de destruction est tellement supérieur à ce que je pensais que c'en est choquant. La boule de feu elle-même est montée à pratiquement 10 mètres au-dessus de la tranchée. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Les dégâts importants et les images accélérées suggèrent que l'explosion était sévère. Mais que disent les capteurs? Les données des capteurs de pression sont très intéressantes. Cher monteur, pourriez-vous m'aider? Tracez 2 lignes. Super. L'une correspond à la tranchée et l'autre à la surface. Maintenant, intégrez les données des capteurs. Vous voyez? La tranchée semble amplifier l'onde de choc. Elle est considérablement plus élevée dans la tranchée qu'en surface. La forme de la tranchée a-t-elle un effet sur cette amplification? C'est là toute la question. Dans le cas de la collision clownesque, les Mythbusters savent maintenant quels sont les meilleurs ballons.
Je crois qu'on a un vainqueur. Place à une nouvelle chute de voiture. Nous allons procéder exactement de la même façon avec nos clowns. Le passager sans ceinture et le conducteur avec la ceinture. Tous deux seront équipés d'accéléromètres. Nous allons soulever la voiture à l'aide de la grue et la faire tomber de 12,50 m pour qu'elle chute à 55 km/h. Nous allons voir si les ballons font une différence lorsqu'elle s'écrase au sol. Rappelez-vous qu'avec des ballons en latex ordinaire, les clowns subissaient une force de 620 G, soit 6 fois plus que la limite létale. Mais pour cet essai, nos amis n'optent pas seulement pour des ballons plus épais et plus résistants. Il faut bien faire de l'exercice de temps en temps. Ils en mettent autant que possible. Voilà à quel point notre voiture était chargée pour les vacances en famille. Ils essaient de former une barrière impénétrable. J'essaye de remplir les vides en les gonflant à l'intérieur. Bien que les conditions de conduite ne soient pas vraiment réalistes, cela permet de donner toutes ses chances au mythe. C'est parti! Nous allons bientôt faire chuter les clowns avec les ballons. N'oubliez pas que notre repère est de 100 G. Il faut que les ballons fassent chuter la force de gravité en dessous de ce repère. Au-delà, le clown est mort. Tout comme le mythe. Chute de voiture de clown avec nos meilleurs ballons en latex. Dans 3, 2, 1... Bon sang! Je crois que ça a fonctionné. Le clown pourrait bien être en vie. Quel spectacle! J'ai vu cette voiture chuter pour s'écraser au sol et après, j'ai regardé les images au ralenti. Dans les images au ralenti, on voit la voiture commencer à se tasser et les ballons qui se déplacent juste assez pour laisser entrevoir la tête d'un clown qui vient effleurer le pare-brise avant de repartir vers l'arrière, comme s'il rebondissait sur les ballons. Carrie Byron, quels sont les résultats? La force de gravité est-elle sous les 100 G? Rappelez-vous que le clown subissait plus de 600 G avec de simples ballons de baudruche. Mais cette fois, c'est descendu à 130 G. Waouh! Ça fait une grosse différence. Mais il est absolument impossible de survivre à 130 G. Malheureusement, on doit déclarer ce mythe bidon. Complètement. J'y ai cru pendant quelques secondes. Il s'avère que même avec les meilleurs ballons, les gros ballons en latex, nous n'avons pas réussi à sauver le clown. Ce mythe est donc bidon. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous sommes des Mythbusters, nous repoussons les limites. De retour à l'atelier, nous allons essayer de trouver une configuration de ballon permettant de sauver la vie du clown. Carrie est la première à s'y coller. C'était trop. C'était trop. Elle fabrique ce qui ne saurait être décrit autrement que comme un coussin péteur fait de ballons allongés. Ça pourrait marcher. Cette grosse boule faite de ballons allongés devrait résoudre quelques problèmes rencontrés lors de la conception d'un ballon airbag. D'abord, ces ballons ne vont pas se séparer, donc le clown ne pourra pas passer au travers lors de la collision. Et ensuite, ils sont tous un peu sous-gonflés pour qu'ils n'explosent pas quand il les frappe. En plus, mon maître clown m'a dit un jour, « Un ballon seul est faible, les ballons nombreux sont forts. » Pendant ce temps, Grant opte également pour une approche basée sur la force du plus grand nombre. Vous savez ce que c'est? Eh oui! C'est du papier bulle géant! En fabriquant plusieurs couches de petits ballons, il espère créer l'emballage parfait. Voilà. Le poids ne fera pas le poids. Et enfin, Tori combine les ballons pour un mélange détonnant. Je crois que je suis le meilleur. Absolument. Pour mon airbag à ballons, je vais utiliser les ballons géants en latex et les ballons en mylar. Je vais combiner les deux en remplissant le ballon en mylar de ballons en latex. Je veux que les ballons restent à l'intérieur du mylar pour sauver la vie du clown. Qui s'y colle en premier? Honneur aux dames. Vous voulez que le coussin péteur soit le premier? Ouais, allons-y. D'accord. Comme la dernière fois, Carrie remplit le cylindre jusqu'au marquage, puis installe le poids. Allons-y. 3, 2, 1. Regardez comme c'était délicat. Pas mal. Mais contrairement à la dernière fois, les résultats ne seront dévoilés qu'une fois que tous les essais auront été réalisés.
Maintenant, c'est au tour de la conception en cœur de Tori. Vous savez quoi? Je crois que ça va faire... Essai sur les ballons fourrés. Dans 3, 2, 1... Pas mal du tout. Oui, Enfin, la création de Grant passe l'épreuve. Vous allez être épatés. ouais, montre-nous. Dans 3, 2, 1... Il y en a un ou deux qui ont pété, mais bon, peut-être même plus. Jetons un œil au résultat. Comme les 2 essais précédents, le dispositif de Grant a l'air de fonctionner. Mais qui a fait mieux? N'oubliez pas qu'on cherche un résultat inférieur à 2G que nous avions obtenu avec les gros ballons. Ma conception a donné 3,8 G. C'est proche. Et les nôtres? C'est pas mal quand même. Pas vraiment. Tu es à 2,8 G. C'est plus proche. Et Grant, tu es descendu à 1,7. Génial! On peut passer à l'essai grandeur nature. On a du pain sur la planche. De retour au QG des collisions, il est temps de connaître la chute finale de ce mythe. C'est reparti. Jusqu'à présent, rien n'a permis de sauver la vie du clown passager. Mais nous faisons les choses à l'extrême. C'est pourquoi nous avons ce dispositif que j'aime appeler du papier ballon. Il a permis d'obtenir la force de gravité la plus basse de tout ce que nous avons essayé. C'est festif et protecteur. Mais sera-t-il assez protecteur dans une collision frontale à 55 km/h? Vaut mieux que tu vois pas ça. Pour le découvrir, ils remplissent la voiture à tel point qu'elle est prête à exploser. Vous êtes serrés comme des sardines. Ça devrait suffire. Dans ce dernier essai, nous essayons d'atteindre une valeur inférieure à 100 G. C'est notre repère pour la survie de notre clown. Nous avons réglé tous les problèmes rencontrés avec les autres ballons. Nous avons là de petits ballons fixés sur des feuilles de plastique. Le clown ne peut donc pas passer entre les ballons. Et si un ballon pète, il n'y aura pas de gros trou par lequel il pourrait heurter le pare-brise. C'est une solution gonflée pour une question de vie ou de mort du mythe. Si ça ne fonctionne pas, rien d'autre ne fonctionnera. Allez, c'est parti pour le papier ballon. Dans 3, 2, 1. C'était pas beau à voir. Et maintenant, allons vérifier les données. Alors, comment s'en sort le clown avec le papier ballon? Au niveau de la tête du passager, on a 220 G. Et au niveau du corps, on a 230 G. Le clown a subi une force de gravité plus élevée que dans l'essai précédent. Les ballons de baudruche ne peuvent donc pas se substituer aux airbags ni aux ceintures de sécurité. On ne plaisante plus. Honnêtement, les résultats de cet essai sont un peu décevants. J'espérais vraiment qu'on puisse créer une expérience où le clown aurait survécu grâce au ballon. Mais j'imagine qu'au fond, le plus important, c'est que les ballons de baudruche ne peuvent pas servir d'airbag. Et voilà, les clowns et les ballons ne font pas bon ménage. Si, mais ça ne garantit pas leur survie. Dans 3, L'explosion dans la tranchée rectiligne de Adam et Jamie a fait sensation. Et en plus d'être impressionnante au ralenti, les résultats étaient quelque peu surprenants. Surprenant parce que par rapport à l'explosion témoin en surface, il est évident que la tranchée rectiligne amplifie la pression de l'onde de choc. Maintenant, la question est de savoir si un angle peut faire chuter ces chiffres. On commence par le sommet de l'ingénierie allemande, la tranchée à angle droit. c'est de cette tranchée qu'il est question dans l'histoire, celle qui a des angles droits précis. D'après ce qu'on a pu observer jusqu'à présent, d'ici à ce que l'onde de choc arrive au bout de la tranchée en ayant passé tous ses virages, elle devrait avoir été considérablement réduite. Je te le passe. Pour mettre à l'épreuve la prédiction de Jamie et ce mythe par la même occasion, l'équipe place les explosifs, Magnifique. puis se met à l'abri pour la détonation. Tranchée à angle droit, Ouais. dans 3, 2, 1...
Je pense qu'il y a un cratère. Je crois bien. Allons voir. La destruction est totale lorsque l'onde de choc passe dans la tranchée. Mais sur place, on peut dire que les garçons sont heureux. Regarde. Je crois que ça conclut toute l'histoire, parce que cette partie est intacte, tandis que tout ce qui se trouve avant est détruit. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la partie protégée de la tranchée. Plus on va par là-bas, plus la tranchée est endommagée. Apparemment, la plus grande partie de l'énergie s'est déplacée dans la tranchée, mais semble avoir été absorbée par les angles, d'après les dommages qu'on constate à ce niveau. Une fois ici, il n'y avait plus autant d'énergie. Jamie a raison. À première vue, les angles ont effectivement limité les dommages, et en plus, les données le confirment. À 6 mètres, on avait 4 barres. À 9 mètres, 1,3 barres. Et à 12 mètres, on n'avait plus que 0,8 barres. Une réduction significative par rapport à leur tranchée rectiligne. Mais le mythe affirme que seuls des angles droits peuvent protéger d'une onde de choc. Pour le découvrir, finissons avec un autre boom. Nous nous apprêtons à provoquer une nouvelle explosion dans une autre tranchée. Et je me trouve exactement là où la vérité va éclater pour toute cette histoire. C'est ici que nous allons comparer l'ingénierie de précision avec une tranchée usée aux angles arrondis. Mon intuition me dit que les angles droits sont plus efficaces et que nous allons observer une pression plus élevée à l'extrémité de cette tranchée. Mais il n'y a qu'une manière de le découvrir. Pour la dernière fois, les garçons installent les capteurs. Il a un peu grillé. Ils placent les explosifs Voilà. et se mettent à l'abri. C'est parti! Nous avons là 11 kilos d'explosifs dans une tranchée aux angles arrondis. C'est du sérieux, on ne plaisante plus. 3, 2, 1, bye bye! On ne s'y habitue pas. Oh la vache! L'attaque a été redoutable. Et pour Jamie, ce sont les images au ralenti qui semblent conclure l'histoire. Est-ce que les monteurs pourraient nous montrer les images au ralenti des tranchées aux angles droits et aux angles arrondis? Ok. Si on observe les boules de feu dans ces deux tranchées, on remarque que dans la tranchée aux angles droits, la boule de feu ne se déplace pas au-delà du premier virage. Alors que dans l'autre tranchée, la boule de feu passe le premier virage, puis le deuxième virage, avant de s'arrêter. Ces images me disent qu'on est plus en danger à l'extrémité de la tranchée aux angles arrondis. Voilà des informations qui sont confirmées par les dommages au fond de la tranchée. C'est plus détruit. Salut! Mais que révèlent les données? Je crois que nous avons de bons résultats. Moi aussi. Allons voir ça à l'atelier. D'accord. Que disent les chiffres? Je suis content que tu poses la question. J'ai préparé ceci pour les expliquer. C'est un gâteau? Non, ça représente nos 4 explosions et les chiffres représentent les pressions enregistrées. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Je vois que la tranchée rectiligne semble amplifier la pression parce que les chiffres sont presque 10 fois plus élevés que ceux de l'explosion témoin en surface. Absolument. Et regarde la différence entre la tranchée à angle droit et celle à angle arrondi. Clairement, les chiffres de celle aux angles arrondis sont supérieurs à ceux de la tranchée à angle droit. Je crois que ces chiffres nous disent que le mythe est plausible. Tout à fait. Plausible.